York City in the year 2022. Nothing runs anymore, nothing works, but the people are the same, and the people will do anything to get what they need. This is the police. What they need most is Soylent Green. The supply of Soylent Green has been exhausted. Souvenez-vous, en 1973, le film Soleil Vert de Richard Fleischer décrivait le monde de 2022 où toutes les ressources naturelles étaient épuisées. Dans les années 70, c'est la première fois qu'un réalisateur questionne et alerte sur le changement climatique. Notre Terre, c'est justement la thématique choisie pour la 33e édition du Festival international du film d'histoire de Pessac, l'occasion de revoir des films comme Animal de Cyril Dion et aussi des inédits comme Voyage au pôle Sud de Luc Jacquet qui revient 30 ans après en Antarctique. Cette semaine, plus de 60 films seront projetés ici au cinéma Jean Eustache. Parvi que s'est agrandi, semena, sopla, misuna, escudre. Es la fuerza de un país, ¿te das cuenta? Mais les films peuvent-ils réellement faire réagir le public face aux enjeux environnementaux? La réalisatrice engagée Colline Serrault est cette année présidente du jury de la sélection Fiction. Solène Robin l'a rencontrée. Colline Serrault est scénariste, réalisatrice et comédienne. De 3 hommes et un couffin à la Belle Verte, elle a réalisé des films qui marquent les esprits et divisent les critiques. Mais c'est surtout avec son documentaire visionnaire Solutions locales pour un désordre global qu'elle a ancré son engagement pour l'environnement. 13 ans plus tard, elle est désabusée face à l'inaction politique. C'est l'édito de Colline Serrault. On avait peut-être un espoir en 2010 que quelque chose bougerait. À l'époque où je l'ai fait, c'était bien de le faire. C'était bien de le faire. Ça a probablement aussi fait quelque chose. Mais on n'a pas bousculé, même bousculé d'une chiquenaude le système. Moi, je suis pas impuissante. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais c'est la seule chose qui peut changer cette situation, c'est un mouvement de masse, mais c'est pas du tout à l'ordre du jour, apparemment, en ce moment. Non, il faut pas avoir l'arrogance de penser que le cinéma ou l'art peuvent remplacer la force des peuples. On est, nous, des mouvements artistiques, des mouvements culturels importants, mais enfin, c'est pas nous qui... C'est vraiment très arrogant de penser que nous, on va changer la société. On peut participer à une prise de conscience qui a lieu par ailleurs. Le cinéma contribue, le cinéma est tout l'art en général, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi dans les arts graphiques, dans les installations, dans la peinture. Ça contribue à accompagner un grand mouvement politique et culturel. Mais c'est pas nous qui faisons que les grandes choses changent, c'est le peuple qui fait que les choses changent. C'est pas seulement nous. S'émerveiller, c'est bien sympa, mais enfin, je veux dire, c'est un génocide qui se prépare. Alors moi je veux bien qu'on soit dans Disneyland, ouais, les petits oiseaux, tout ça, mais bien sûr quand je me s'émerveille, mais enfin, il faut se battre, il faut commencer à se battre sérieusement, pas comme Colibri qui est une aberration stupidissime. Son petit seau là, mais attendez, là, on voit bien que la forêt brûle partout. Enfin, moi je rêve pas. Je rêve, j'essaie de faire des bulles de paradis dans mes films. Mais je suis très concrète dans la vie et dans la politique. Cette semaine, 25 documentaires et 35 fictions sont au programme. Alors quel format sensibilise le plus le public à la thématique? Gilles Feller leur a posé la question. Alors, c'est une bonne question parce que l'intérêt de ce festival, moi je trouve, c'est que justement il mélange bien les deux. Du coup, plutôt documentaire pour moi. Et je pense que c'est ce côté trop proche du réel, ça, je sais pas, ça a touché une partie de moi que j'ai pas forcément l'habitude de ressentir quand c'est un film, une fiction. Je préfère les fictions parce que c'est un petit peu moins déprimant et en regardant des documentaires, on est davantage confronté à la réalité. Alors ça dépend des sujets. Pour les films de fiction, tout me plaît. Par contre, pour les documentaires, je suis plus intéressé par les documentaires historiques.
Personnellement, je suis plus documentaire. Pour la réalité moi j'aime bien un peu entre les deux, c'est-à-dire un film mais qui montre quand même la vie des gens réelle. Donc on finit toujours les soirées quand même par une fiction pour alléger un petit peu la séance. C'est très enrichissant d'arriver sur un documentaire. Dans son film Les Colons, le réalisateur Felipe Galvez utilise justement la fiction pour raconter la colonisation des terres autochtones chiliennes. Pour lui, la fiction permet de modifier et réécrire l'histoire. Emma Guillaume et Solène Robin vous racontent. Yeah, well, I don't know Chileans, but I know others like him. Le film Les Colons a ouvert la 33e édition du Festival international de films d'histoire de Pessac. Un choix original pour une thématique engagée, notre terre. Nous sommes en 1901 dans la terre de feu divisée entre l'Argentine et le Chili. Cette région immense attire l'aristocratie blanche en quête de terres fertiles. Le film nous invite à suivre 3 cavaliers engagés par un riche propriétaire pour ouvrir une route vers l'Atlantique. Quiero que abra una ruta hacia el Atlántico para mis ovejas. Para eso va a tener que limpiar esta isla. À la sortie de la projection, le public de Pessac est touché par le but du film, dénoncer la colonisation. On en ressort quand même avec une sensation de justice n'est pas faite. Pour le réalisateur, Felipe Galvez, la fiction s'est présentée comme une évidence pour son premier long métrage. L'objectif, raconter les exactions commises par les colons. Sí, cuando primero como que empiezo a investigar de esta historia, me empiezo a encontrar con muchas matanzas de indígenas y también con muchas escenas de cacerías que eran fotografiadas. Entonces me dieron ganas de hacer un western. Lo traje de México. Dicen que puede oler a un indio a kilómetros. Mais pourquoi le western? Une question partagée par les spectateurs qui s'interrogent sur les choix du réalisateur chilien. Je ne sais pas quelle est l'influence qu'a eu sur lui Sergio Leone, mais par moments les regards de très très près avec la musique, cette musique très scandée me faisait penser quand même à Il était une fois dans l'Ouest, Le Bon, la Brute et le Truand, etc. Felipe Galvez emprunte les codes du western pour détourner un genre qui glorifie les conquêtes. Entonces me dieron ganas de hacer un western, de infiltrarme en el género, de ocupar su música, su gráfica, sus personajes. Para hacer una crítica, como tú dices, al género y también a la participación que el cine ha tenido en los procesos de colonización. Half Indian, half white. You never know who they're gonna shoot. En racontant cette colonisation méconnue, Les Colons a en fait une portée universelle qui dépasse largement les frontières de la Patagonie. Enormous land, 3 men. Don't it seem absurd? Si les violences exercées sur les populations autochtones sont évidentes dans le film, la destruction de la nature qui découle directement de cette colonisation est-elle plus difficile à identifier? Emma, bonjour. Bonjour. Où retrouve-t-on la dimension environnementale dans Les Colons? Nous sommes d'accord, la dénonciation du massacre des populations autochtones est le propos principal du film. Mais le réalisateur a décidé de donner quelques clés sur le saccage environnemental lié à la colonisation. À l'époque du film, au début du XXe siècle, les élevages de moutons, appelés les estancias, se développent dans toute la Patagonie. Ces élevages sont dédiés dans un premier temps à la production de laine, puis avec l'installation de l'industrie, à l'exportation de viande ovine. Cette surexploitation a eu des conséquences dramatiques sur l'écosystème de cette région, telles que la transmission de maladies. Le film propose de magnifiques panoramas montrant à la fois l'immensité des plaines chiliennes et argentines qui abritent toute une faune et une flore particulièrement riches et la petitesse des hommes qui tentent de la conquérir. Cette destruction a donc représenté un risque majeur pour les espèces évoluant dans la steppe. C'est d'ailleurs ce que nous explique le réalisateur Felipe Galvez Aberle dans son interview. En estos procesos de colonización lo que se va destruyendo es como absolutamente todo, ¿no? Entonces la película sí, el conflicto parte por un animal, por el guanaco, que es la comida que se va. Las ovejas también son colonos, las ovejas también, o sea, el guanaco es también un nativo, el único animal nativo. Llegan las ovejas que también son colonos. Mais dans le film, Emma, les chevaux sont omniprésents, ils suivent sans cesse les 3 colons. Que symbolisent-ils? Effectivement, les chevaux sont arrivés en même temps que les colons dans les plaines sud-américaines et sont devenus un véritable symbole de la colonisation. C'est pour ça que dans le film, on les voit à la fois dans les immenses plaines, mais aussi dans les scènes de bivouac où le réalisateur s'attarde sur leur comportement, sur leur regard.
Comme son nom l'indique, le festival permet de retracer le passé historique de différents pays. Pour la 33e édition, zoom sur le Chili, 50 ans après le coup d'État de Pinochet, avec notamment la diffusion du documentaire « Chili par la raison ou par la force » de Lucie Pastor et Paul Le Gruyère. Emma Guillaume et Solène Robin sont allées à la rencontre d'exilés politiques chiliens. Ils s'appellent Maximiliano, Emilia et Enzo. Ils sont chiliens, exilés en France depuis 50 ans et s'ils sont venus au cinéma, c'est pour regarder leur passé sur grand écran. Ils vont assister à la projection du documentaire « Chili par la raison ou par la force ». À l'issue de la séance, Enzo est ému. Je voudrais dire d'abord, si vous me permettez, dire que merci, c'est très difficile de faire un film de 50 ans. Que nous avons commémoré le 11 septembre de cette année, le 50e anniversaire. On a eu un Chilien dans la salle qui a réagi à peu près à toutes les thématiques du film qu'on avait effectivement évoquées. Et c'est un film effectivement qui réveille la mémoire des Chiliens, et c'est pas la première fois que ça arrive, et ça fait vraiment plaisir, c'est très touchant en tout cas, de se dire qu'on a bien travaillé et qu'on n'a pas trahi leur histoire. Leur histoire a basculé en 1973, après le coup d'État d'Augusto Pinochet, qui instaure la dictature et persécute les opposants politiques. À Pessac, c'est le long de cette fresque qu'ils aiment se retrouver et se souvenir. C'est notre histoire qui est liée à ce mur. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas oublier, on ne peut pas dire c'est un mur comme les autres, non. C'est notre mur et notre histoire. Sur ce mur est inscrit le nom des disparus dont le frère de Maximiliano, Victor. Souvent, l'atelier d'Enzo est le lieu de retrouvailles de cette communauté. Le documentaire les a touchés et fait remonter le souvenir de ces années noires. Il y avait ma mère, ma sœur, et c'était une maison, donc dans la rue, ils ont vu que tous ces véhicules se sont arrêtés, et dans cette maison, ils ont pris quelqu'un, donc on a vu qu'il y avait quelqu'un qui a été arrêté. Et à partir de là, on m'a mis dans des secteurs de cachots. C'est une dizaine de jours qu'on est disparu, on est torturé, etc. etc. Mon frère, il a été donné pour la première fois fusillé. Ils ont trouvé des corps de Chiliens à la frontière avec l'Argentine. Un des morts, il avait la carte d'identité de mon frère. Mon histoire en fait musicale est liée aussi à l'histoire du Chili, forcément. Donc c'est là où tout commence. Et donc je ne peux pas séparer en fait la musique du lien social. Pour ces exilés, Salvador Allende, Augusto Pinochet et le coup d'État ne sont pas oubliés. Mais le fils d'Enzo s'inquiète pour les jeunes Chiliens. En tout cas, mes cousins et tout, c'est tous pas des idiots, je dirais, mais des incultes, aucune réflexion, quoi. Ils ne savaient même pas qui c'était Salvador Allende. Moi, des neveux, des cousines, hein, ils ne savaient même pas qui c'était Salvador Allende. Ils ne connaissaient rien parce qu'on ne leur avait pas dit. On avait tout caché à l'époque. Et ce n'était pas enseigné. Au Chili, cette partie d'histoire est toujours absente de certains manuels scolaires. Pour lutter contre l'ignorance, le devoir de mémoire continue. Le Chili n'est pas le seul pays d'Amérique latine à avoir connu la dictature. Ce fut également le cas de l'Argentine. Le film d'animation They Shot the Piano Player, présenté en avant-première au festival, retrace justement cette sombre période et notamment celle des disparus à travers le jazz et la bossa nova. Solène Robin nous le présente. Le documentaire de Fernando Trueba et Javier Mariscal, They Shot the Piano Player, revient sur les disparus de la dictature argentine. Nous sommes en 1976, c'est la veille du coup d'État et Francisco Tenorio Jr., un pianiste brésilien virtuose, disparaît. Ce film d'animation retrace l'enquête d'un journaliste new-yorkais sur les circonstances de sa mort. Alors qu'il était en tournée à Buenos Aires avec son groupe, Tenorio est sorti un soir pour acheter des cigarettes mais on ne l'a jamais revu. À cette époque, on jugeait les gens par l'aspect, beaucoup. Et Tenorio, si tu vois les photos de lui à cette époque, avec sa barbe et tout ça, tu te dis, il a l'aspect de l'intellectuel de gauche, le théoricien d'un mouvement de gauche, ou quelque chose comme ça.
Foi assim, a gente estava no início do namoro. Eu não saberia definir o Tenório, não. Tenório é maravilhoso. Comme ce pianiste, 33 000 personnes ont disparu entre 1976 et 1983 sous la dictature du général Jorge Rafael Videla. La junte militaire au pouvoir éliminait tous les opposants politiques, mais aussi toutes les personnes soupçonnées d'être communistes. C'est ce qui s'est passé pour Tenoro Junior. On a rapidement supposé qu'il ait été arrêté par la junte militaire, puis jeté en prison et assassiné, mais en réalité, on ne connaîtra jamais la vérité. Bien qu'il n'ait enregistré qu'un seul album en tant qu'artiste solo, ce pianiste est considéré comme l'un des meilleurs de sa génération. Ce documentaire lui rend hommage. Si de nombreux films dans la programmation parlent de la grande histoire, d'autres s'intéressent à des événements contemporains. C'est le cas du documentaire « Il était une fois grâce à Dieu » réalisé par Claire Duguay et qui fait référence à la fiction de François Ozon, sortie en 2019 et qui avait marqué les esprits. Gilles Feller l'a rencontré. Après, moi, mon métier de documentariste, c'est pas de m'arrêter au cinéma. Dans « Il était une fois grâce à Dieu », Claire Duguay revient sur la fiction de François Ozon sortie en 2019. Le film nous plongeait dans le combat bien réel de 3 victimes d'un prêtre pédophile du diocèse de Lyon, le père Prénat, un film et une affaire qui ont secoué l'Église française. Dès qu'ils ont prononcé le titre du film de François Ozon, grâce à Dieu, j'ai immédiatement dit « Ok, je veux le faire » parce que c'est un film que j'ai vu la semaine de sa sortie en 2019. J'en garde un souvenir très fort, c'est un film très poignant et marquant. Et je garde aussi un souvenir très fort des spectateurs car il y a beaucoup de sièges qui claquaient dans la salle. Ce qu'il y a d'assez extraordinaire, c'est que le cinéma s'intéresse à l'histoire mais rarement à son histoire contemporaine. Là, c'est un film de fiction qui relate des événements réels quasiment en temps réel de ce qui se passe. Bien plus qu'un making-of, ce documentaire montre les enjeux qui ont pesé sur la production alors que les affaires étaient encore en cours. C'est assez rare qu'un film puisse avoir vraiment une vraie utilité. Et celui-là, certainement, en a eu. Chaque fois que j'ai demandé à un acteur de ce film s'il était disponible pour un entretien, la réponse a été oui. Je pense que le fait qu'ils aient choisi de jouer dans ce film, c'est au-delà de leur métier de comédien, c'est-à-dire qu'il y a une vraie implication, il y a un vrai sujet, il y a quelque chose à défendre. Le documentaire est surtout l'occasion d'entendre François Ozon sur son choix de réaliser une fiction sur cette affaire après de nombreux échanges avec les victimes. Donc il a fallu faire un peu le deuil des personnes réelles auxquelles je m'étais attaché, que j'aimais, pour me projeter un peu dans des acteurs. Et donc là a commencé le travail du casting et de l'écriture du scénario. Bon, j'ai beaucoup apprécié cette approche là où finalement là on rencontre le réalisateur. Il faut espérer que les gens qui ont vu ce documentaire sur Arte aient envie, s'ils ne l'ont pas fait, de voir ce film. Un éclairage d'autant plus apprécié du public que le film a une influence majeure, y compris sur les travaux de la commission d'enquête indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, la CIAZ. Créée en 2019, elle a recensé au moins 330 000 victimes mineures depuis 1950. C'est maintenant la fin de notre émission. N'hésitez pas à vous rendre dès maintenant sur le site Dans le Rush pour retrouver l'ensemble des productions des étudiants et étudiantes de l'IJBA. Clap de fin!